Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le couple Mérieux, président de la Fondation Mérieux, est actuellement dans nos murs. Le couple présidentiel a accompagné ce jour le président Mérieux et son épouse à Fort-Dauphin pour voir sur place les réalisations menées dans le cadre du projet Nutri-Sud, l'usine mise en place afin de contribuer à lutter contre la malnutrition qui sévit dans la partie sud de l'île. Nutri-Sud est le fruit de la collaboration fructueuse entre l'association FITI, Nutri-7 et la Fondation Mérieux. Ce partenariat se poursuivra très prochainement pour une deuxième phase du projet de lutte contre la malnutrition dans le Sud. La principauté de Monaco figure parmi les partenaires de ce projet d'envergure. C'était en octobre 2019 que le président Ange Razouel a rencontré Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux. Ils ont discuté de ce projet visant à lutter contre la malnutrition, surtout chez les enfants. En octobre 2021, soit 2 années plus tard, l'usine Nutri-Sud voit le jour. Une usine qui va produire des dosettes de compléments alimentaires. Grâce à ce projet, nous allons avoir des enfants qui peuvent arriver à l'école le ventre plein, qui vont être capables d'étudier et de mettre en avant toutes les possibilités pour le futur de leur pays et leur futur. Nous avons d'autres projets auxquels je tiens beaucoup, qui sont sur les 1000 jours des enfants, puisque pour être sûr que ces enfants arrivent à l'école la tête bien faite, il faut que dès qu'ils sont dans le ventre de leur maman, on prenne en charge cette nutrition et qu'on s'assure qu'ils vont naître et ils vont arriver à l'école avec toutes les capacités possibles, physiologiques et cognitives pour apprendre correctement. Et c'est vraiment ces deux projets en parallèle que nous menons à Madagascar et nous croyons vraiment qu'avec la bonne volonté qu'on voit ici, d'ici quelques années, on aura une autre figure de la malnutrition à Madagascar et on pourra être fiers de montrer, parce qu'il y a des programmes qui sont les premiers au monde à se tenir ici. La principauté de Monaco contribue dans divers projets à Madagascar. En 2021, un tiers de leur appui a été consacré au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement monégasque participe et fait partie des partenaires dans ce projet aux côtés de l'association FITI, Nutri-7 et de la Fondation Mérieux. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est un domaine prioritaire d'intervention de la coopération monégasque qui y a consacré un tiers de son appui à Madagascar en 2021. Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de la Principauté de Monaco, de vous féliciter chaleureusement pour avoir été nommé en 2020 champion de la lutte contre la malnutrition par la Banque africaine de développement en marge du sommet de l'Union africaine. Kapiknaka, c'est le nom du produit nutritionnel à base d'arachide. Il s'agit, selon la présidente de l'association FITI, d'une solution à la malnutrition. Ce produit a spécialement été conçu par Nutri-7 pour s'adapter à notre pays. Sa distribution gratuite a déjà commencé dans les 20 cantines que l'association FITI soutient quotidiennement depuis le mois de janvier de l'année dernière et 9697 enfants en sont bénéficiaires. Kapiknaka est servi au petit déjeuner et pour le déjeuner, la distribution des repas préparés par l'association FITI se poursuit. Le produit nutritionnel du nom de Kapiknaka, signifiant « mon arachide », est une solution à la malnutrition. Ce produit a spécialement été conçu par Nutri-7 pour s'adapter à notre pays. Comme nous avons pu observer dans la vidéo, les dosettes nutritionnelles ont commencé à être distribuées aux écoliers dans les 20 cantines que l'association FITI soutient quotidiennement depuis le mois de janvier de l'année passée, soit 9697 enfants bénéficiaires. Une stratégie de distribution a été élaborée par Nutri-7 pour pouvoir toucher le maximum d'écoliers. À partir du mois prochain, 120 000 enfants âgés de 5 à 13 ans bénéficieront annuellement de Kapiknaka et ce, gracieusement. Par ailleurs, à travers le témoignage de la petite Misa Vara Hilal, il est encourageant de voir le changement opéré dans la vie de ces enfants.
c'est Kapik Naka pour le petit déjeuner. Et les enfants reçoivent le déjeuner qui continue d'être préparé par l'association FITI. C'est tellement réjouissant de les voir vigoureux, souriants, enjoués. Ça pousse bien, comme on dit, ils respirent le bonheur. Cela est très touchant et incite davantage à améliorer et élargir la distribution de Kapik Naka. La première partie du projet qui consiste en la mise en place, la construction et la mise en marche de l'usine a pu être effectuée avec succès grâce à la fructueuse et enrichissante collaboration entre la Fondation Mérieux, Nutri7 et l'association FITI. Et c'est avec joie que nous accueillons la direction de coopération internationale de Monaco qui rejoint la belle synergie formée depuis ces quelques mois. Dans ce projet, diverses améliorations sont à entreprendre, d'après toujours la présidente de l'association FITI, Madame Mial Razouel. Des améliorations visant à utiliser des matières premières locales, à préserver l'environnement en réduisant l'utilisation de matières plastiques pour le condiment des dosettes, à appuyer les coopératives agricoles en priorisant les femmes. Les perspectives pour cette phase sont entre autres de développer une nouvelle formulation du complément alimentaire en utilisant les matières premières locales, d'augmenter la capacité de production de l'usine Nutri-Sud en réduisant la matière plastique pour les dosettes, en mettant en place un système de doseuse de 3 kg recyclables, développé et fourni par Nutri7 pour remplacer progressivement les dosettes. De réhabiliter et équiper le laboratoire du centre hospitalier de Fort-Dauphin pour permettre des analyses microbiologiques et nutritionnelles quotidiennes des matières premières et des produits finis Kapik Naka directement sur place, plutôt qu'à l'Institut Pasteur à Antananarivo. Et enfin, de développer les filières agricoles en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et le GIZ pour intégrer des matières premières sélectionnées en créant de nouvelles sources de revenus pour des coopératives agricoles et toujours en priorisant les femmes. Le président de la Fondation Mérieux adhère entièrement à cette idée et se dit prêt pour mener de concert une deuxième phase de ce projet. Ce que j'ai compris, et ce n'est qu'un engagement personnel, ce que j'ai compris moi-même, c'est qu'il faudrait multiplier par 4 ou par 5 la fabrication de Nutri-Sud. Donc il faudra minimum multiplier par 4 ou par 5. Deuxièmement, il faudra assurer avec les agriculteurs du territoire un partenariat, de façon à ce que nous ayons des produits et des matières premières de qualité qui soient sur le sol malgache et lequel nous aurions une espèce de partenariat avec les agriculteurs. Donc c'est une phase 2 qui va être encore beaucoup plus forte que la phase 1. Et je sais que, en ce qui nous concerne, nous serons, Monsieur le Président, à vos côtés pour mener cette phase 2 à son succès. Satisfaction et émotion, ce sont les sentiments exprimés ce jour par le couple Mérieux en voyant de leurs propres yeux les belles réalisations du projet Nutri-Sud. Le couple présidentiel leur a fièrement montré le fruit de la collaboration FITI, Nutri7 et Mérieux. Les deux ministères malagasy de l'Éducation nationale et de l'Agriculture et de l'Élevage ont également participé activement à ce projet qui ravit déjà les premiers bénéficiaires. Diplomatie à présent, le nouveau représentant du Fonds monétaire international, Mokhtar Benlamine, a effectué une visite de courtoisie au Premier ministre Tsai Christian ce jour à Mazouariv. Outre les discussions sur les différents programmes financés par le FMI dans notre pays, la rencontre entre le chef du gouvernement et le nouvel émissaire a porté sur l'amélioration de la coopération à l'avenir. Je vous propose d'écouter. Je suis venu en visite de courtoisie au Premier ministre, à son Excellence le Premier ministre, pour discuter du programme, discuter des réformes et discuter aussi de notre coopération future. La réforme du code minier, l'amélioration de la coopération avec un bas de vie pour que les retombées impactent les populations, ce sont entre autres les points mis en avant lors de la rencontre entre le ministre des Mines et des Ressources stratégiques et l'ambassadeur du Japon aujourd'hui à Panjinumbi. Les détails.
société japonaise Sumitomo détient environ 54% des actions d'Abattoirs. Un Abattoir qui est connu pour produire environ 60 000 tonnes de nickel et environ 5 600 tonnes de cobalt par an. Lors de la visite de l'ambassadeur du Japon au ministre des Mines et des Ressources stratégiques aujourd'hui, le Japon a réaffirmé sa volonté de coopérer avec Madagascar dans l'amélioration du secteur minier. La réforme du code minier a également été abordée lors de la rencontre. Le but de cette réforme est d'arriver à avantager tous les acteurs, a déclaré le ministre Olivier Erenjain Rakutmalal. En politique, le parti Freedom réaffirme son soutien au président Andry Rajoelina selon leur déclaration aujourd'hui. Ce parti a appelé à la candidature de Andry Rajoelina pour la présidentielle de 2023. Le parti a également souhaité que certains de ses alliés s'activent pour accélérer le développement. Radraman Zatouf et Sech Anjanasi. En septembre 2018, le parti Freedom a annoncé son soutien au président Andry Rajoelina alors qu'il était candidat à la présidence. Lors de son congrès qui s'est tenu l'année dernière, il a réaffirmé ce soutien. Et ce jour, le parti de Lalatina Njatungarivu appelle également à la candidature de Andry Rajoelina pour la présidentielle de 2023. Le parti a également insisté sur la question de la liberté d'expression. En effet, la présidente du parti, Lalatina Njatungarivu, a confirmé qu'il ne peut exister de liberté sans respect de la loi. Dans les actualités sociales, le gouvernement prendra des mesures pour limiter le prix des produits de première nécessité. Ce mardi, un plafond de prix sera publié, comme l'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Reportage de Andriana Martina et Nzara Djiansu. L'inflation est inévitable à Madagascar, étant donné la situation au niveau international, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, Edgar Azafjava. Le prix de la plupart des produits de première nécessité, notamment le riz, la farine, le sucre et l'huile, mais également celui du ciment et de bien d'autres, a augmenté. Raison pour laquelle le gouvernement doit intervenir en fixant un prix plafond selon les explications. Ce plafond des prix est prévu être publié ce mardi. Des rencontres ont déjà eu lieu avec les importateurs. Cela se poursuivra avec la rencontre avec les grossistes. Des sanctions s'appliqueront immédiatement aux importateurs grossistes en cas de dépassement des prix à imposer, a souligné aujourd'hui le ministre Edgar Azafjava. Le prix des bois et des matériaux de construction ont également doublé à Mananzar. 2 millions d'ariars ne suffisent plus pour construire une case en paille. Selon les habitants, il y a un abus de la part des fournisseurs et des distributeurs. Ces derniers appellent à l'entraide. Pour rappel, la ville de Mananzar a été détruite à 90% après le passage de 2 cyclones consécutifs au cours des 2 derniers mois. C'est Sylvain Yves Janel. C'est la deuxième maison pour ces familles victimes des 2 intempéries qui ont touché Mananzar en moins de 2 mois. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux, leur foyer a été détruit. La reconstruction est difficile. Il y a aussi ceux qui disent qu'elle ne se fera jamais. Pour cause, le prix du bois qui a augmenté. Un paquet de bois coûte 3 000 ariars, alors qu'il en faut 20 pour une maison de 3 mètres carrés. Quant à la planche, celle de 4 mètres est passée à 12 000 ariars. Pourtant, les familles n'ont plus de source de revenus. Ceux qui peuvent se le permettre sont lourdement endettés. Il a fallu 5 millions d'ariars pour construire cette maison. Les habitants disent que les marchands de bois abusent. L'augmentation des prix a commencé après la destruction, au moment où les habitants se sont précipités pour reconstruire. Pourtant, les bois vendus à Mananzar ne sont pas transportés par voiture, mais sont transportés par pirogue via le canal de Pangalan. Nos journalistes ont interrogé un certain nombre de vendeurs de bois, mais la plupart ont choisi de se taire. Certains ont osé dire qu'il n'y a pas d'augmentation des prix.
Les dommages causés aux arbres par la tempête ont été cités pour cause de cette hausse. Hausse des prix à la base et hausse des prix chez certains détaillants. Les habitants de Mananza réclament l'aide des autorités compétentes face à cette situation. Ils ont également réclamé la mise en place d'une nouvelle ville dans ce district. Dans un tout autre sujet, la journée de la gendarmerie nationale aura lieu demain, 2 avril. La célébration se tiendra à la caserne générale Philippe Ramarlai Betungul et aura pour thème « La gendarmerie nationale est un ami ». Comme à l'accoutumée, la journée nationale de la gendarmerie est célébrée le 2 avril. Pour demain, la cérémonie aura lieu au camp général Ramarlai Betungul sous l'égide du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le général de corps d'armée Serge Gélé. La gendarmerie est un ami, telle est la devise pour cette année. Ce sera également l'occasion d'en savoir plus sur le monde de la gendarmerie, notamment pour ceux qui envisagent de concourir en tant qu'élèves gendarmes et ceux qui sont prêts à y intégrer. L'événement de demain débutera par un culte, suivi d'une série de discours, de l'inauguration des infrastructures qui ont été rénovées, d'une visite de stand et d'une table ronde. Dans les actualités internationales, des roubles sinon rien. Poutine répond aux sanctions européennes en imposant le paiement du gaz russe en roubles aux pays dits inamicaux. Pour la France, c'est non. France 24. Sur la fourniture de gaz russe, Vladimir Poutine met la pression sur les pays dits inamicaux et pose ses conditions. Si ces paiements ne sont pas effectués en roubles, nous considérerons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés. Priver l'Europe de gaz, une menace lourde. Au même moment, Berlin et Paris le réaffirment, payer en roubles, c'est non. Je vous confirme que les contrats en euros doivent être payés en euros et seront payés en euros. Quelles conséquences de ce bras de fer entre monnaies? Le gaz russe représente 40% des approvisionnements en Europe, 17% en France. L'arrêt des livraisons mettrait donc en danger l'approvisionnement de certaines entreprises, selon cet expert. Il pourrait y avoir des délestages, c'est-à-dire des coupures de gaz qui n'étaient pas prévues parce qu'on n'a pas suffisamment de gaz à fournir du fait que la Russie ait coupé les livraisons. Plus de gaz russe, cela signifie aussi des stocks moins remplis et des difficultés à passer l'hiver prochain. Alors, cette menace d'une coupure brutale est-elle crédible? Contractuellement, elle n'est pas crédible, mais encore une fois, personne ne sait ce que Vladimir Poutine veut faire et il pourrait être amené à le faire du jour au lendemain. Et nous devons nous y préparer. Nous serons obligés d'accélérer notre transition énergétique pour trouver du gaz ailleurs et trouver des alternatives au gaz. Aller chercher du gaz dans d'autres pays, au Qatar, en Algérie, en Espagne ou en Norvège, et relancer le charbon. Paris et Berlin ont indiqué se préparer au pire des scénarios. Et puis le président ukrainien a assuré que l'armée russe se repositionnait dans l'est du pays en prévision d'attaques puissantes, notamment sur le port assiégé de Mariupol, où doit avoir lieu ce vendredi une nouvelle tentative d'évacuation des civils. France 24. Une carcasse de métal broyée. Voilà ce qu'il reste d'un hélicoptère militaire ukrainien abattu ce jeudi par l'armée russe près de Mariupol. À son bord se trouvaient 17 personnes. Seuls 2 ont survécu. L'offensive russe se concentre désormais en grande partie sur l'est du pays. Le président ukrainien y redoute une intensification des frappes sur les populations civiles. Dans le Donbass, à Mariupol et en direction de Kharkiv, les troupes russes accumulent leur potentiel offensif, de puissantes offensives. Nous nous défendrons. Nous ferons tout pour arrêter les occupants et nettoyer notre terre de leurs chimères malfaisantes et absurdes. Parmi les zones visées, le bassin minier du Donbass et les villes qui l'entourent comme Izium, où les combats sont particulièrement violents. Dans les régions de Donetsk et de Louhansk, les troupes ukrainiennes disent tenir leur position face aux Russes et aux combattants séparatistes. Ils ne veulent plus se battre parce qu'ils ont subi beaucoup de pertes.
Ils n'ont plus la force d'avancer et de combattre. Ils sont beaucoup moins nombreux. L'état-major russe donne de son côté une toute autre version du conflit. Moscou met l'accent sur des dizaines de véhicules militaires détruits et évoque d'importantes percées dans l'est du pays. Le recentrage de l'armée russe sur la région fait craindre aux Ukrainiens l'imminence d'offensives bien plus puissantes que les précédentes. Et pour terminer, après l'est de Shanghai, c'est l'ouest de la ville chinoise qui est mis sous cloche. Ça me déprime un peu et m'agace parce que beaucoup de nos projets ont été chamboulés. Mais on ne peut rien y faire, déclare une habitante. Les détails. Derniers instants de liberté à Shanghai-Ouest. Avant d'être confinés, ces Chinois en profitent pour faire des provisions, prendre l'air, quelque peu résignés. Ça a quand même fini par arriver. Même s'ils ont dit qu'ils ne verrouilleraient pas la ville, on se disait que c'était pratiquement terminé. Pourquoi tout recommencer? Ça me déprime un peu et m'agace car beaucoup de nos projets ont été chamboulés. Mais on ne peut rien y faire. Pour le quartier Est, confiné depuis presque une semaine, tout n'est pas terminé. Chaque immeuble sera testé et restera en quarantaine en cas de test positif, 10 jours supplémentaires. Ce jeudi, alors que 5600 nouveaux cas ont été recensés à Shanghai, les autorités locales ont reconnu des préparatifs insuffisants face à cette vague et promis de s'améliorer. Nous allons remonter à la source des contaminations le plus vite possible et au prix le moins élevé possible. Nous stopperons les chaînes de diffusion du virus par tous les moyens possibles. Le pays ne compte pas abandonner sa politique de zéro Covid. Pour le ministère de la Santé, pas d'autre choix. La Chine est si peuplée que même le variant Omicron, pourtant moins mortel, ferait de nombreuses victimes. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous. Naté Rakotoumov recevra dans une émission spéciale l'opérateur économique Mamravatumang. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.